Allez, allez, plus vite. Je m'appelle Maggie Lalizel, je vais avoir bientôt 54 ans. Je suis rentrée en 71 à Moulinex à Alençon comme ouvrière de production. Et puis j'ai commencé à l'atelier presse. J'y connaissais rien, je connaissais pas cet univers. C'était un univers très bruyant, les presses à emboutir. C'était sale, il y avait de la graisse. Et quand vous avez 18 ans, c'est très difficile. Je me suis dit, je ne tiendrai jamais dans cette boîte, vivement que je parte. Et j'y suis restée quand même jusqu'à la naissance pratiquement de ma troisième fille. Que dire de ces 30 années? Que dire de ces 30 années de travail? Ça a été des années quelquefois difficiles, quelquefois très 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 intéressantes, parce que je trouve que j'ai rencontré des gens qui ont jalonné ma vie d'une manière très marquée. J'ai rencontré des gens intéressants, des gens qu'on appelle les gens d'en bas, souvent, quand on parle des ouvriers, et qui avaient plein de choses à m'apprendre. On s'apprenait plein de choses mutuellement, et c'était des gens très intéressants. On pouvait discuter, on pouvait rigoler, et on pouvait aussi euh, dire, eh ben, nous sommes des ouvriers, nous avons un statut, et ce statut, eh ben, il n'est pas si mauvais que ça, parce qu'il est fait de solidarité, il est fait d'accompagnement, il est fait d'une vie de travail qui nous rapporte un peu d'argent pour vivre décemment. Et j'ai trouvé ça positif, hein. Et puis il y a les côtés négatifs, hein. Les côtés négatifs, eh bien, ça a été aussi les rapports que les gens pouvaient avoir au travail avec la maîtrise, hein, avec cette incompréhension qu'il y avait entre le monde des ouvriers et le monde de l'encadrement, parce que c'était vraiment un statut très particulier. Et c'est vrai que ça a amené des souffrances au travail qui n'étaient pas négligeables en fonction de comment on était. Si on était quelqu'un de très soumis, eh bien je pense qu'on vivait d'une manière très très dure le fait de travailler en usine, parce que c'est pas évident quand vous pouvez pas vous rebeller, que vous avez pas l'instinct de rébellion, que vous avez pas, vous dites bah non, moi j'ai quand même un cerveau, mon cerveau eh ben il fonctionne, et vous n'avez pas le droit de me parler comme ça. Et je pense que ça c'est quelque chose de, c'est quelque chose qui doit laisser des traces quelque part, quoi, chez les personnes vulnérables. Et dire que moi je n'ai pas été vulnérable, c'est faux. Il y a des moments j'ai craqué aussi parce que la pression était trop forte. Quand la pression est trop forte à un moment donné, eh bien, vous savez plus qui vous êtes, pourquoi vous faites ce boulot que vous estimez à cette période-là. Je pensais que c'était un boulot de merde de temps en temps, parce que c'était un boulot qui ne permettait pas l'épanouissement cérébral. Je parle bien de l'épanouissement cérébral, pas de l'épanouissement physique, parce que je vous garantis que le soir quand on rentrait, on était crevé, et on n'avait qu'une hâte, et ben c'est d'aller prendre la douche et de se coucher, par exemple quand on était en poste du soir, ou quand on rentrait à 14 heures, de se vautrer pendant une demi-heure dans le canapé pour refaire surface parce que nous étions fatigués. Mais je dois dire que il y a des moments, c'était hard, cette pression, ce numéro. Moi, je me rappelle toujours du numéro, ce numéro qui arrivait sur la chaîne, cette hantise du numéro, parce qu'il y a des jours où on n'a pas la forme, où on est vraiment à côté de ses chaussures, et on se dit, bah aujourd'hui, je vais pas pouvoir faire cette journée, ça va pas être possible, parce que le numéro va arriver. Et puis vous vous êtes étonné, à la fin de la journée, vous avez quand même réussi à suivre cette chaîne, hein. Et vous dites mais pourquoi j'ai réussi à suivre cette chaîne, pourquoi j'ai fait ça, est-ce que j'avais un besoin vital de faire ça? J'aurais pu très bien dire bah non, je suis crevé aujourd'hui, bah tant pis pour eux, ils auront pas leur pièce, hein. Eh bien non, on est conditionné et on fait, jusqu'à plus soif, jusqu'à plus pouvoir savoir pourquoi on le fait. Ça, c'est ça aussi une vie d'usine, c'est cette ambivalence, cette contradiction d'aimer le boulot qu'on fait, de le détester, et de dire
pourquoi j'y vais, pourquoi je fais ce boulot-là, pourquoi j'en suis arrivé là, pourquoi j'ai pas fait autre chose. Eh bien parce que à un moment donné dans ma vie, j'ai pas eu le choix. Il fallait que je bosse, il fallait que je travaille parce que j'avais un enfant et puis j'en avais un deuxième qui allait arriver et puis un troisième. Et puis je me suis plus posé de questions, je me suis plus dit il faut que je reprenne, que je retourne prendre des cours parce que l'alimentaire est là et il vous pousse aux fesses et vous avez besoin d'avancer comme une locomotive dans un boulot qui vous plaît pas spécialement, qui vous épanouit pas spécialement, mais c'est une nécessité vitale et en même temps, je vous dis, c'est plein de contradictions parce qu'un jour vous détestez, un jour vous aimez et vous avancez et vous vous apercevez que 30 ans ont passé et que ces 30 ans-là ont été riches d'expériences, riches de plein de choses parce que aujourd'hui, si je suis ce que je suis, eh bien c'est grâce à ce boulot-là, c'est grâce aux rencontres que j'ai fait qui ont modelé un petit peu ma personnalité, qui ont fait que je suis, je pense, une combattante quelque part, parce que 5 ans après la fermeture de ma boîte, et ben je continue à avancer, même si je suis demandeur d'emploi, je m'occupe des autres Moulinex à temps plein, je suis bénévole, mais je continue à me lever tous les matins comme si j'allais au boulot, et d'ailleurs je suis sur le site, hein. Nous sommes restés sur notre site, hein. Donc tous les matins j'arrive à 9 heures à l'association, j'en pars à 18 heures parce que j'ai vraiment l'impression il y a pas eu d'arrêt pour moi. Si c'est pour les autres, il y a eu un arrêt. Pour moi, il n'y a pas eu d'arrêt. C'est une continuité. J'avais, comme dirait l'autre, un statut. C'était un statut d'ouvrière. J'ai gardé ce statut aujourd'hui. J'ai un statut de chômeuse, mais de chômeuse ouvrière. Et je pense pas que la vie se soit arrêtée à la fermeture. Et je pense que je continue à avancer et qu'il y a plein de gens autour de moi qui ont cette entité parce que je pense que quand on est au boulot, on appartient à une classe, on appartient à un statut et ce statut, il était ouvrière et je le garde et je l'ai enraciné au plus profond de mes tripes, dans mes entrailles et je me dis j'étais une ouvrière pendant 30 ans et je ne regrette pas ce statut parce que quand on n'a plus justement de statut, que ça soit de cadre, d'ouvrière, qu'est-ce qu'on est? On se pose cette question existentielle, qu'est-ce qu'on est? Pourquoi on n'a plus notre statut? Pourquoi on nous dépossède de notre statut? Et c'est vrai qu'on n'existe plus. J'ai l'impression que les gens qui basculent quand la boîte ferme ont plus de statut. Ils ne sont plus qu'un numéro dans des statistiques du chômage ou de je sais pas quoi, ou de la retraite, ou de la machin, truc schmoll. Et, et moi, quand j'étais au boulot, eh ben, j'avais un statut, j'appartenais à Moulinex, j'allais au boulot, j'existais, je m'appelais Maggie Lalizelle, ouvrière à Moulinex, et aujourd'hui, je m'appelle toujours Maggie Lalizelle, mais j'ai un numéro d'identifiant, j'ai un code acédique. Et j'ai vraiment l'impression de ne plus avoir ce statut qui me permettait tous les mois de ne rien devoir à personne, de ne pas rendre des comptes à part à la maîtrise, mais comme quand on fait son boulot, je pense que on n'a pas de souci pour rendre des comptes, ou si on n'est pas d'accord, on peut au moins s'exprimer, le dire, hein. Et je pense que quand on a basculé de l'autre côté du chômage, eh bien on doit rendre des comptes, mais on n'a plus la possibilité de s'expliquer ou de dire eh bien j'existe encore. Non, j'existe, j'ai l'impression quelquefois de ne plus exister, j'existe à travers le mouvement de chômeurs, j'existe à travers l'association, mais moi, en tant qu'individu, eh bien, c'est très difficile de me situer. Que quand j'étais à Moulinex, j'arrivais à me situer très facilement. Moi, je suis d'une famille d'ouvriers. Mon père était cantonnier, ma mère était laveuse, parce que c'était quand même dans les années 70.
Et puis, eh bien, on se posait pas de questions. Mes sœurs avaient été à l'usine, mes sœurs avaient été au boulot, donc mon destin était tout tracé. J'irais à l'usine. Et on se posait pas ce genre de questions, de savoir si on allait continuer nos études ou pas nos études. On appartenait à un monde. C'était un monde, c'était le monde des ouvriers. Et il arrivait un moment dans notre vie, il fallait qu'on retrousse nos manches et qu'on participe à la vie de la maison et qu'on aille bosser, quoi. C'était aussi simple que ça. Et c'est comme ça que je suis arrivée chez Moulinex. Mais avant, j'ai commencé à travailler à 14 ans dans la couture, une petite usine de La Ferté-Massé. Et puis après, ben, je suis arrivée chez Moulinex comme ça, sans me poser de questions, parce qu'il fallait que je bosse et que c'était une nécessité parce que j'avais déjà un enfant et j'en avais même deux. Et il fallait que j'aille au boulot, quoi. Et l'usine, pourquoi l'usine? Et ben parce que chez moi, tout le monde avait été à l'usine. C'est aussi simple que ça. Voilà, je me suis pas posé de questions existentielles. Je me suis dit, j'y vais. Voilà. Et pourquoi Moulinex? Et ben j'avais écrit à plusieurs boîtes. Moulinex a été la première à me répondre. Et puis je me suis présentée au bureau du personnel et le mec qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait Monsieur Levallois, un petit bonhomme tout maigre, m'a dit bah, qu'est-ce que vous savez faire? Ça a été vraiment l'entretien d'embauche très restreint. On était une dizaine, un peu terrifiés dans ce couloir à attendre qu'on nous reçoive. Et puis bah, on avait 18 ans, on était un pas gourde, mais un peu gauche, un peu timide, comme toutes les nanas de 18 ans. Quand je me suis présenté devant ce monsieur tout petit, tout maigre, tout sec, il m'a dit qu'est-ce que vous savez faire? Même pas bonjour. Moi j'ai dit bonjour monsieur, je crois que j'ai rougi. Ben, j'ai dit ben voilà, je sais coudre. Ah! Eh ben, on aime beaucoup les couturières parce que elles sont agiles de leurs mains et elles ont une très grande dextérité. Donc demain, vous commencez aux presses. Et le lendemain, je suis arrivée avec ma grande sœur qui travaillait aussi à Moulinex et qui m'a accompagnée jusqu'à la porte de l'atelier. Et quand je suis rentrée, que j'ai vu ces grandes portes à battant vert et ces immenses machines qui faisaient un bruit terrible, ça sentait une odeur terrible d'huile, de je sais pas quoi, de trichloréthylène. Enfin, après j'ai su ce que c'était, mais ça puait, les gens avaient des taches sur leur blouse et tout ça. Mais j'ai dit, mais dans quel monde je suis arrivée? Moi, je suis arrivée toute belle, toute jeune, 18 ans, avec ma mini-jupe, mes superbes talons aiguilles, mes cheveux très courts et bien pomponnés, parce que dans la couture, eh bien, on est bien pomponné. Et puis, je pense qu'à 18 ans, j'étais pas mal roulée, tout ça. Je suis arrivée dans un atelier où il y avait des personnes assez d'un certain âge, quoi. J'ai eu vraiment l'impression d'être le pion sur l'échiquier qui arrive et qui emmerde tout le monde. On sait pas trop où le placer. Et j'étais là, on m'a dit... eh ben, qu'est-ce que tu fais là, ma grande? Eh ben, écoutez, ma grande, on m'a dit de me présenter là. Je viens, ah bah, il faut que tu ailles voir le chef. Bah oui, ben, et c'est où le chef? Parce que vous connaissez personne. Et on me dit, bah le chef, il est dans le pigeonnier là-haut. Et je dis là-haut, dans le pigeonnier. Ah, c'est quoi le pigeonnier? Parce que franchement, bah dans le bureau, tiens ma grande, c'est le truc derrière toi là, avec plein de vitres partout. J'avais l'impression d'ailleurs que c'était un mirador. Je dis mais quoi? Un bureau en hauteur avec des vitres partout. J'ai monté l'escalier toute timide. J'ai tapé à la porte et j'ai dit bah on m'a dit de venir ici pour faire un essai. Bah, je m'appelle Marguerite Simon parce que à l'époque Maggie c'est mon surnom et ça m'est resté. On m'a dit ah bon ben ah c'est vous la petite nouvelle, suivez-moi. Et alors mais j'ai dit mais ils savent pas dire bonjour. C'est cette réflexion qui m'est restée mais je dis bon sang dans cette usine personne ne dit bonjour et ça m'a choqué parce que j'avais quand même une certaine éducation où on m'avait appris à dire bonjour, s'il vous plaît, merci et tout et là pas de bonjour. Ah, je dis par quel miracle on dit pas bonjour.